Salut, Ella. Tu achètes toujours du pain frais ici? Oui, leur pain au levain est incroyable et il est encore chaud. Bonjour, Josh. As-tu vu la nouvelle exposition des lions? Oui, c'est incroyable. Ils ont l'air si puissants et majestueux. Salut, Mia. Tu aimes les films d'action? Oui, surtout ceux avec de super cascades et des scènes rythmées. Salut, Ava. As-tu terminé le livre de cette semaine? Oui, et j'ai vraiment adoré le rebondissement à la fin. Bonsoir. En raison d'une chute soudaine de température et de signalement de gel de tuyaux dans la zone C, la distribution d'eau sera temporairement interrompue de 18h30 à 21h pour toutes les habitations situées sur Maple Drive. Les équipes techniques sont en route pour installer des panneaux isolants et rétablir l'écoulement. Les résidents sont invités à stocker l'eau nécessaire à l'avance et à éviter d'utiliser les robinets de la salle de bain pendant cette période de maintenance. Nous vous remercions de votre préparation et vous informerons dès que le service sera rétabli. Veuillez rester à l'écoute des mises à jour locales. Avis aux voyageurs. En raison d'un renforcement du contrôle de sécurité, tous les bagages au départ de la porte 18 subiront un contrôle supplémentaire avant le départ. Cela pourrait entraîner de légers retards d'embarquement pour les vols programmés entre 14h et 17h15. Les passagers n'ont aucune démarche à effectuer, mais doivent rester près de la porte assignée en cas d'instruction supplémentaire. Une assistance pour les correspondances sera fournie si nécessaire. Merci pour votre coopération et votre patience durant cet ajustement inattendu.
Chers usagers, veuillez noter que la section de lecture du deuxième étage sera fermée de 10 heures à 18 heures aujourd'hui pour cause de maintenance du système de ventilation. Le reste de la bibliothèque reste accessible, y compris les ressources numériques et les salles d'études de groupe. Les étagères à livres de l'étage concerné seront temporairement inaccessibles, mais le personnel peut vous aider à trouver les ouvrages nécessaires. Les étudiants sont encouragés à s'organiser en conséquence et à utiliser les zones calmes situées à d'autres étages pour éviter toute gêne. Avis à tous les clients. Un petit appareil électronique a été trouvé dans la zone de restauration centrale près de la table 14. L'objet est actuellement conservé au guichet d'assistance clientèle au niveau 1. Si vous pensez qu'il vous appartient, veuillez vous présenter avec une pièce d'identité valide et une description précise. Les objets non réclamés dans les 48 heures seront transférés au bureau central de l'administration du centre commercial pour stockage. Merci de votre attention et nous vous encourageons à surveiller vos effets personnels de près. Chers locataires, veuillez noter que l'alimentation en eau de tout l'immeuble sera interrompue le lundi 8 juillet de 9 h à 17 h pour des travaux de plomberie essentiels. Il est recommandé aux résidents de stocker de l'eau à l'avance. L'ascenseur et les systèmes électriques ne seront pas affectés. Tous les robinets doivent rester fermés pendant l'interruption. Si vous constatez une décoloration de l'eau après le rétablissement du service, laissez couler l'eau froide pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elle redevienne claire. Merci de votre coopération. Avis aux étudiants. À partir du 1er octobre, la cafétéria de l'université n'acceptera que les paiements numériques, cartes de crédit, débit ou applications mobiles. Les paiements en espèces ne seront plus possibles. Les étudiants utilisant des forfaits repas ne subiront aucun changement. Pour faciliter la transition, un point d'aide sera installé près de l'entrée pendant une semaine. Veuillez vous assurer que vos moyens de paiement numérique sont prêts à l'avance pour éviter tout retard à la caisse. Veuillez noter que le parc communautaire de Greenridge fera l'objet de travaux de restauration programmés du 3 au 10 avril. Les sentiers pédestres et les zones botaniques resteront ouverts, tandis que les aires de jeu, les fontaines et les zones de pique-nique seront temporairement fermées. Une signalisation indiquera les zones restreintes. Les visiteurs sont priés de respecter toutes les barrières de sécurité. Le parc devrait retrouver sa pleine fonctionnalité d'ici la mi-avril, si les conditions météorologiques le permettent. Nous vous remercions de votre compréhension durant ce projet d'amélioration. À tous les membres de l'équipe, une session de formation obligatoire sur le nouveau protocole de service client aura lieu le jeudi 9 novembre à 15 h dans la salle de conférence 4.
La présence sera enregistrée et toute absence devra être justifiée à l'avance avec une raison valable. La session comprendra des simulations de jeux de rôle et une séance de questions-réponses. Les tâches habituelles seront suspendues pendant 7 heures de réunion, et le personnel reprendra le travail immédiatement après. Chers usagers, ceci est un avis de la Bibliothèque publique de Westbridge. En raison de plusieurs retards de retour et d'amendes non réglées, vos privilèges d'emprunt ont été temporairement suspendus. Nous vous encourageons à retourner les articles restants et à régler le solde dû avant le 12 septembre pour retrouver l'accès complet. Les ressources électroniques restent disponibles pendant cette période. Veuillez contacter la réception pour toute assistance ou clarification concernant votre compte. Merci pour votre coopération et votre soutien continu. Attention à tous les employés. Veuillez noter que les ascenseurs du bâtiment C seront hors service le vendredi 6 octobre, de 7 h à 14 h, en raison d'inspections de routine et d'une maintenance technique. Pendant cette période, les employés sont priés d'utiliser les escaliers ou d'accéder au bâtiment D, qui reste pleinement opérationnel. Si vous avez besoin d'une assistance à la mobilité, veuillez contacter les services techniques au poste 302 avant le 5 octobre. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre compréhension. Personne 1. Je planifie généralement ma semaine à l'avance avec un agenda numérique. Je fixe des objectifs quotidiens, je répartis mon temps par tâche, et j'essaie d'éviter les distractions. Je garde quand même une certaine flexibilité pour les imprévus. Être organisé m'aide vraiment à rester productif sans être submergé. Personne 2. Honnêtement, je ne planifie pas vraiment ma journée. Je laisse les choses venir et je les gère au fur et à mesure. Parfois, j'oublie des rendez-vous ou je rate des échéances, mais je trouve que je travaille mieux sous pression. Les routines me semblent trop contraignantes. Personne 3. Chaque matin, je fais une simple liste de choses à faire et je priorise ce qui est urgent. J'essaie de rester dans les temps, mais je ne respecte pas toujours l'ordre prévu. Si quelque chose d'important survient, je m'adapte. J'aime avoir une structure, mais je ne suis pas rigide. Personne 1. J'emporte toujours une bouteille réutilisable, je trie minutieusement mes déchets recyclables et je composte même mes restes de cuisine. J'ai remplacé la plupart de mes produits ménagers par des alternatives biodégradables et je vais au travail à vélo pour réduire mon empreinte carbone. Personne 2. Je suis conscient des problèmes environnementaux mais je ne change pas grand-chose. Je recycle parfois quand c'est simple, mais j'oublie souvent mon sac réutilisable au magasin. Je prends la voiture même pour de courts trajets car c'est plus pratique, même si je culpabilise ensuite. Personne 3. Je pense rarement à la conservation.
J'utilise des gobelets jetables, je jette les restes sans y réfléchir, et je n'ai jamais pris la peine de vérifier si quelque chose était recyclable. Je sais que je devrais faire plus, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Bonjour et bienvenue à Science en profondeur. Aujourd'hui, nous examinons les découvertes émergentes sur les microplastiques et leurs interactions à long terme avec la physiologie humaine. Une étude récemment publiée par un institut européen de bio-ingénierie a suivi l'absorption de nanoplastiques chez des souris de laboratoire et a trouvé des preuves que ces particules s'accumulent dans les tissus adipeux et atteignent même le cerveau. Bien qu'on ignore encore quelles maladies spécifiques pourraient en résulter, les chercheurs mettent en garde contre un effet en cascade au niveau cellulaire, notamment en lien avec des réponses inflammatoires. De manière alarmante, des objets du quotidien comme les sachets de thé, l'eau embouteillée et même le sel de mer figurent désormais parmi les vecteurs identifiés. L'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore publié de directives sanitaires concluantes, évoquant des lacunes dans les données humaines. Toutefois, certains scientifiques suggèrent que l'exposition cumulative, plutôt qu'une source unique, pourrait être le principal vecteur de préoccupation. Tant que l'on en sait plus, ils recommandent de réduire au minimum le contact avec les plastiques à usage unique, notamment avec des liquides ou aliments chauds, afin de limiter les risques. Ce qui a commencé comme un problème environnemental soulève désormais des questions cruciales sur les conséquences biologiques à long terme. Bonjour et bienvenue à Ecotech Focus, votre émission à l'intersection de l'innovation et de l'écologie. Aujourd'hui, nous examinons un conflit silencieux entre progrès technologiques et écosystèmes vulnérables, l'impact de l'utilisation récréative de drones sur les espèces d'oiseaux nicheurs. Une récente étude menée dans des réserves côtières du Nord-Ouest Pacifique a révélé que même des vols de drones à basse altitude provoquaient des réactions de fuite soudaine chez plus de 65% des populations d'oiseaux marins observées, conduisant souvent à l'abandon d'eux ou à la désorientation des oisillons. Fait intéressant, la perturbation ne dépendait pas de la taille du drone, suggérant que même des modèles plus petits peuvent perturber gravement le comportement aviaire. Alors que les drones sont largement utilisés pour la photographie, le loisir ou la documentation de la faune, les chercheurs appellent à la mise en place de zones aériennes réglementées pendant les saisons de reproduction. Ils proposent d'intégrer des logiciels de GE accent aigu au repérage, geofencing, et des firmwares respectueux de la faune dans les applications grand public. Bien que ces mesures paraissent techniques, le coût écologique potentiel de l'inaction l'emporte largement sur l'inconvénient temporaire pour les utilisateurs. Respecter les zones de vol n'est pas une atteinte à la liberté, mais un moyen d'éviter un déséquilibre écologique à long terme dans des habitats déjà fragilisés. Alors que les entreprises adoptent de plus en plus des outils de recrutement pilotés par l'IA, l'idée reçue est celle d'une objectivité. Les machines ne discriminent pas. Pourtant, les études montrent le contraire. Les algorithmes héritent souvent des biais présents dans les données sur lesquelles ils sont entraînés. Si les embauches historiques favorisaient certains groupes, l'algorithme en fera de même, sous couvert d'une légitimité technique.
Un exemple notoire concernait un outil de tri de CV qui pénalisait les candidatures contenant des termes statistiquement associés aux femmes. Un autre système, entraîné sur des dossiers d'embauche passés, classait les candidats selon des critères sans rapport avec la performance, comme des noms ou des codes postaux. Pire encore, la transparence fait souvent défaut. De nombreux candidats ne savent pas qu'ils ont été éliminés par l'IA avant même qu'un humain n'ait vu leur dossier. Alors que les audits peinent à suivre le rythme du déploiement, la responsabilité aussi. Ainsi, même si l'embauche algorithmique promet efficacité, elle risque d'institutionnaliser la discrimination à grande échelle. Sans supervision rigoureuse et recalibrage éthique continu, ces outils n'optimisent pas forcément le recrutement, mais pétrifient l'exclusion sous couvert d'innovation. Docteur Sorin, à l'ère où les données personnelles s'accumulent plus vite que jamais, une nouvelle frontière a émergé, la postérité numérique. Grâce à des modèles linguistiques sophistiqués entraînés sur des années de comportement en ligne, les entreprises technologiques explorent désormais des moyens de simuler des personnes décédées via l'IA. Ces avatars ne se contentent pas d'imiter la parole, ils reconstituent les schémas de pensée, les réponses émotionnelles et même les positions éthiques. Cela soulève des dilemmes philosophiques et juridiques. À qui appartient une personnalité après la mort? Bien que les droits sur les données expirent ou soient transférés aux héritiers, la frontière entre mémoire et simulation devient de plus en plus floue lorsque des proxys numériques dialoguent avec des proches en deuil. De plus, la curation algorithmique de l'identité est sélective. Une IA d'une personne n'est aussi exhaustive que les données dont elle dispose. Elle ne peut pas rendre compte des nuances non enregistrées, contradictions, regrets ou transformations intérieures jamais mises en ligne. Essentiellement, ces simulations IA peuvent offrir du réconfort mais risquent de fossiliser les personnes en archétypes numériques figés. Au lieu de préserver l'esprit humain, elles ne préserveraient que ses comportements les plus visibles, créant une version aseptisée et algorithmique de ce qui fut jadis complexe et évolutif. Animateur. À mesure que les villes se densifient et se saturent de numérique, le paysage sonore ambiant n'est plus un simple bruit de fond, c'est un stimulant neurologique. Des études en psychologie de l'environnement suggèrent qu'une exposition chronique à la surcharge auditive, que ce soit trafic, alerte numérique ou conversation humaine, peut surcharger le système de filtrage préattentif du cerveau. Cette surstimulation ne provoque pas seulement de l'énervement. Elle atténue la mémoire de travail, ralentit la prise de décision et élève le niveau de cortisol. C'est pourquoi les zones de silence urbain, espaces conçus pour absorber ou éliminer les bruits ambiants, gagnent en importance dans les politiques publiques. Il ne s'agit pas d'une échappatoire, mais d'une restauration. Le silence, dans ce contexte, n'est pas l'absence de son, mais l'élimination des bruits non volontaires.
Dans des espaces acoustiquement optimisés, même 15 minutes peuvent rééquilibrer l'excitation neuronale et réduire les erreurs dans les tâches ultérieures. C'est un retour à la quiétude. Pourtant, créer ces ondes dans des environnements bruyants implique plus que la réduction des appareils, il faut repenser la conception urbaine, les matériaux spatiaux et l'étiquette civique. Sans gouvernance active, le silence demeure un luxe, réservé à ceux vivant dans des quartiers onéreux dotés d'îlots verts privés. Animateur. Dans l'ère post-vie privée, la surveillance biométrique ne concerne plus seulement le déverrouillage de votre téléphone. Elle devient le fondement de ce que les chercheurs appellent la gouvernance prédictive. Des caméras analysent désormais les micro-mouvements du visage, le rythme de la démarche, voire la dilation pupillaire, non pas pour confirmer l'identité, mais pour prévoir le comportement. Les chaînes de distribution l'utilisent pour évaluer la frustration à l'arrêt EVLA. Les services policiers l'appliquent à la cartographie comportementale pré-incident. Les compagnies aériennes testent la détection de l'anxiété pour prioriser l'embarquement. Bien que ces usages promettent efficacité et sécurité, ils instaurent également une logique silencieuse de suspicion. Le problème central ne réside pas dans la collecte de données, mais dans leur interprétation. Les algorithmes extrapolent souvent à partir de schémas, sans comprendre le contexte. Un rideau de sourcils peut signifier stress, concentration, ou simplement soleil. Pourtant, dans les systèmes de surveillance, cette ambiguïté devient donnée décisionnelle. WASHIS. Les cadres juridiques sont dépassés. Le consentement devient flou dans les espaces publics. Le droit à être vu sans être surveillé disparaît quand la prédiction devient justification d'intervention, même en l'absence d'acte. La décolonisation est le processus par lequel les colonies ont obtenu leur indépendance vis-à-vis des puissances coloniales, principalement au cours du XXe siècle. Après des siècles de domination étrangère, de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes ont lutté pour retrouver leur souveraineté et leur identité culturelle. La décolonisation a impliqué des luttes politiques, des négociations, et parfois des conflits violents. Elle a marqué la fin de la domination impériale et le début de l'autonomie politique. Ce processus a redessiné la carte du monde et remis en question l'idée du colonialisme. La décolonisation a également engendré des défis tels que la construction nationale, le développement économique et la gestion des divisions sociales héritées de la colonisation. Malgré leur indépendance, de nombreux pays continuent de subir l'héritage du colonialisme, notamment les inégalités économiques et les impacts culturels. Comprendre la décolonisation est essentiel pour apprécier l'histoire mondiale et les relations internationales actuelles. Elle enseigne la valeur de la liberté, des droits humains et du respect des cultures diverses. Le parcours de la décolonisation inspire les efforts continus pour l'égalité et la justice dans le monde entier.
Le désarmement désigne la réduction ou l'élimination des armes, en particulier celles de destruction massive comme les armes nucléaires, chimiques et biologiques. L'objectif du désarmement est de promouvoir la paix et la sécurité en diminuant les risques de guerre et de conflits. Au fil de l'histoire, de nombreux pays ont constitué d'importants arsenaux, entraînant des courses aux armements et des tensions mondiales. Les efforts de désarmement, tels que les traités et accords internationaux, visent à contrôler et limiter les armes pour prévenir la violence et protéger l'humanité. Des exemples incluent le traité de non-prolifération nucléaire et la Convention sur les armes chimiques. Le désarmement réduit également les dépenses militaires, permettant d'utiliser les ressources pour le développement et le bien-être social. Toutefois, le désarmement reste difficile à atteindre en raison de la méfiance politique et des préoccupations sécuritaires. La coopération et le dialogue entre les nations sont essentiels pour instaurer la confiance et garantir la sécurité mutuelle. Le désarmement est une étape vitale vers un monde plus sûr, où les conflits peuvent être résolus sans violence, assurant ainsi un avenir plus pacifique pour tous. Mettre fin à la pauvreté est l'un des plus grands défis du monde actuel. La pauvreté signifie ne pas avoir accès aux besoins fondamentaux tels que la nourriture, l'eau potable, un logement, l'éducation et les soins de santé. Elle affecte des millions de personnes, limitant leurs opportunités et leur qualité de vie. Pour y mettre fin, il faut une combinaison de stratégies incluant la croissance économique, la création d'emplois et les programmes de protection sociale. L'éducation joue un rôle clé en fournissant les compétences et les connaissances permettant d'améliorer sa vie. Les gouvernements doivent investir dans les infrastructures et les services pour soutenir les communautés pauvres. Des salaires équitables et des chances égales sont également essentiels pour réduire les inégalités de revenus. La coopération internationale et l'aide peuvent aider les pays en développement dans leur lutte contre la pauvreté. Mettre fin à la pauvreté demande non seulement des ressources financières, mais aussi un engagement envers la justice, l'égalité et la dignité humaine. Quand la pauvreté disparaît, les sociétés deviennent plus fortes, en meilleure santé et plus stables, créant un avenir meilleur pour tous. La nourriture est essentielle à la vie. Elle fournit les nutriments et l'énergie nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Une alimentation équilibrée comprend des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines et des minéraux. Chaque culture a ses propres aliments et méthodes de cuisine, reflétant son histoire et son environnement. Cependant, la nourriture ne se résume pas à la nutrition. Elle rassemble les gens et joue un rôle important dans les traditions et les célébrations. Malgré son importance, beaucoup de personnes dans le monde souffrent d'insécurité alimentaire, n'ayant pas accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive. Cette situation peut être causée par la pauvreté, les conflits ou des problèmes environnementaux comme les sécheresses. Pour garantir l'accès de tous à une alimentation adéquate, nous devons améliorer les méthodes agricoles, réduire le gaspillage alimentaire et soutenir l'agriculture durable. L'éducation à une alimentation saine aide les gens à faire de meilleurs choix. La nourriture nous relie tous, et la partager avec bienveillance peut promouvoir la santé, le bonheur et l'unité dans les communautés du monde entier.
L'égalité des genres signifie que toutes les personnes, quel que soit leur genre, ont les mêmes droits, responsabilités et opportunités. Elle est essentielle pour créer une société équitable et juste. Historiquement, de nombreuses sociétés ont traité les hommes et les femmes de manière différente, limitant souvent l'accès des femmes à l'éducation, au travail et aux rôles décisionnels. L'égalité des genres remet en question ces pratiques injustes et promeut le respect et l'équité. Lorsque les hommes et les femmes peuvent participer également à l'éducation, au travail et à la politique, les sociétés deviennent plus fortes et plus prospères. L'égalité des genres contribue également à réduire la pauvreté et la violence en permettant à chacun d'atteindre son plein potentiel. Atteindre cet objectif nécessite des changements dans les lois, les attitudes culturelles et les comportements quotidiens. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour briser les stéréotypes et promouvoir le respect. Soutenir l'égalité des genres bénéficie à tout le monde en créant des communautés plus sûres et inclusives où chacun peut vivre dans la dignité et la liberté. C'est un droit humain fondamental et un pilier du développement durable. La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet, et ne se limite pas à l'absence de maladie. Une bonne santé est essentielle pour une vie heureuse et productive. Elle dépend de nombreux facteurs, notamment la nutrition, l'exercice, l'eau potable et l'accès aux soins médicaux. Maintenir sa santé implique des habitudes saines comme manger équilibré, rester actif, dormir suffisamment et éviter les comportements nuisibles comme le tabagisme. La santé mentale est tout aussi importante, incluant l'équilibre émotionnel et la capacité à gérer le stress. Les mesures de santé publique, telles que les vaccinations et l'assainissement, protègent les communautés contre les maladies. Les systèmes de santé jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement des maladies. Cependant, de nombreuses personnes à travers le monde n'ont toujours pas accès aux soins de base, ce qui entraîne des souffrances évitables. Promouvoir la santé exige de l'éducation, du soutien gouvernemental et de la responsabilité individuelle. En donnant la priorité à la santé, on améliore la qualité de vie, on augmente l'espérance de vie et on bâtit des sociétés plus solides. La bonne santé est un droit humain fondamental et une clé du bien-être général. Les droits de l'homme sont les libertés et protections fondamentales qui appartiennent à chaque personne, indépendamment de sa nationalité, de sa race, de son genre ou de sa religion. Ces droits incluent le droit à la vie, à la liberté d'expression, à l'égalité, à l'éducation et à la protection contre la torture et la discrimination. Les droits de l'homme sont essentiels pour vivre avec dignité et respect. L'idée des droits de l'homme est devenue largement reconnue après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à la création de la Déclaration universelle des droits de l'homme par les Nations unies en 1948. Ce document établit des normes sur la manière dont les personnes doivent être traitées dans le monde entier. Protéger les droits de l'homme est vital pour assurer la justice et la paix. Lorsqu'ils sont violés, cela conduit souvent à la souffrance et au conflit. Les gouvernements, les organisations et les individus doivent travailler ensemble pour promouvoir et défendre ces droits. La sensibilisation et l'éducation aux droits de l'homme contribuent à bâtir des sociétés plus justes où chacun peut vivre librement et en sécurité. Les droits de l'homme sont le fondement d'un monde juste et égal.
Les établissements humains sont des endroits où les gens vivent, comme les villages, les villes et les métropoles. Ils sont essentiels pour fournir un abri, une communauté et un accès à des ressources telles que l'eau, la nourriture et les emplois. Au fil du temps, les établissements humains ont grandi et évolué en raison de la croissance démographique, du développement économique et de la technologie. Une bonne planification et gestion des établissements est importante pour assurer une qualité de vie décente. Cela comprend la construction de logements sûrs, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que la création d'espaces verts. L'urbanisation, c'est-à-dire l'expansion des villes, offre des opportunités mais pose aussi des défis comme la surpopulation, la pollution et les embouteillages. Les établissements humains durables visent à équilibrer développement, protection de l'environnement et inclusion sociale. Les gouvernements et les urbanistes travaillent à créer des établissements sûrs, accessibles et résilients face aux catastrophes. Les établissements humains reflètent la culture et l'histoire, et sont essentiels au bien-être social et économique. Les améliorer permet de créer des communautés saines et prospères pour tous. Le droit international est un ensemble de règles et d'accords qui régissent les relations entre les pays. Il aide à maintenir la paix, à résoudre les conflits et à protéger les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Le droit international couvre des domaines tels que le commerce, l'environnement, la guerre et le traitement des réfugiés. La justice, dans ce contexte, signifie équité et respect des lois que toutes les nations acceptent de suivre. Des organisations comme les Nations Unies et la Cour internationale de justice travaillent à faire respecter ces lois et à résoudre les différends pacifiquement. Le droit international vise également à tenir les individus responsables de crimes tels que le génocide et les crimes de guerre. Cependant, faire respecter ce droit peut être difficile en raison des divergences d'intérêts nationaux et des rapports de force. La coopération et le respect entre les pays sont essentiels pour garantir la justice au niveau mondial. Comprendre le droit international favorise la paix, la sécurité et l'équité, en aidant les pays à résoudre les problèmes mondiaux et à protéger la dignité humaine pour tous. La migration internationale désigne le déplacement de personnes à travers les frontières pour vivre, travailler ou chercher la sécurité. C'est un phénomène complexe et courant, motivé par des facteurs tels que les opportunités économiques, les conflits, les changements environnementaux et la réunification familiale. Les migrants contribuent de manière significative à leur pays d'origine et au pays d'accueil en partageant leurs compétences, leur culture et leur travail. Cependant, la migration présente aussi des défis tels que l'intégration, la protection juridique et l'accès aux services. De nombreux migrants rencontrent des difficultés comme la discrimination, l'exploitation ou le manque de droits. Les gouvernements et les organisations internationales travaillent à élaborer des politiques migratoires justes qui protègent les droits des migrants et favorisent une migration sûre et ordonnée. Comprendre la migration aide à bâtir des sociétés inclusives où la diversité est respectée. La migration internationale façonne les démographies, les économies et les cultures mondiales, ce qui en fait un sujet crucial dans notre monde interconnecté. En soutenant les migrants, nous promouvons la dignité humaine, le développement et la coopération entre les nations.